sourds dans la salle. Hein. Les sourds, ils entendent. Merci. C'est dingue, ça. Mais j'ai pas des souvenirs. Heureusement que les autres sont. Il y a un sens. L'énergie, c'est une compensation. Un peu de silence, s'il vous plaît. Voilà. Non, moi ici, j'ai pas de retour. On n'entend rien. Oui, mais il faut quand même que le conférencier ait un retour. Ah oui, c'est bon. Ah oui, là c'est bon. Bien, écoutez, moi je pense qu'on m'entend. Mais voilà. C'est une nouveauté à la salle boursière, on n'a jamais fait depuis 30 ans. D'avoir une vedette de l'étranger, du sud de la France, qui vient nous voir, ben oui, hein. Et puis, quand on voit son CV pour avoir travaillé à New York et à Londres, à la Barclays, donc c'est vraiment un monsieur de toute grande qualité, qui a une expérience certaine, et qui va nous faire part, justement, de son expérience et de comment il voit les choses. Alors, comme la plupart des professionnels, actuellement, on peut lire, on peut entendre, que ce soit sur BFM Business, depuis beaucoup. Attention, attention, bon, ok, et ça depuis le mois de décembre, mais néanmoins, je voudrais bien comprendre pourquoi que les marchés européens surtout, mais même américains, hein, sont quand même à leur sommet, plus ou moins, qu'ils ont rattrapé toutes les pertes de l'an dernier, et on nous dit attention, attention, attention. Bon, alors, voilà, mon ami là, vend ci, vend là, oui, vendre. Il y en a d'autres ici, présents dans la salle, qui ont vendu. Et maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant. Non, le journal. Alors, eh bien, Amérique, voilà, à vous la parole. Oui, ça va. Écoutez, je me présente, je suis Henrik Hammer, je suis trader pour compte propre, ex-gestionnaire de fortune au sein de la Barclays Bank, ça c'est dans une autre vie, où j'ai été conseiller financier et j'ai décidé un jour de passer de l'autre côté de la barrière, c'est d'apprendre à intervenir directement sur les marchés, ce qui est un autre métier, c'est-à-dire qu'entre conseiller un client et intervenir sur le marché, il y a une marge très importante. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc moi, je suis actif sur les marchés. Je suis actif sur les marchés tous les jours. Je suis trader à titre personnel, pour compte propre et pour compte de tiers également. Et je suis également coach formateur. Avec une spécialité, c'est que j'interviens principalement sur le marché des options négociables américaines. Sur actions, trackers, indices, avec des approches très efficaces, redoutables, intelligentes et joyeuses, parce qu'il faut que ça soit aussi joyeux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très très rarement évoqué, même dans notre profession, c'est la manière d'évaluer le risque à un instant T sur un portefeuille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché, nous sommes sur des plus hauts. Les marchés sont sur des plus hauts et très rarement, les gens connaissent leur exposition à un instant T, l'exposition de leur portefeuille au risque. On peut avoir à tout moment ce qu'on appelle dans le jargon un black swan ou un crash. Et il est bien de savoir à quel moment on va connaître notre exposition au risque par rapport à ce risque. En général, ça peut arriver un week-end. C'est souvent le week-end. Ou le week-end, ou pour des raisons, il peut toujours y avoir un tweet
tweet de Donald Trump, ou un tweet d'Elon Musk, ou une news sur Apple par exemple, qui va entraîner tout un marché, ou sur Google ou autre. Cette semaine, ça a été, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont investies actuellement sur les marchés, mais on est en période de earnings, et en période de earnings, bah, tout peut arriver. Là, je crois que cette semaine, aujourd'hui, Apple elle publie. Google, Apple. La semaine dernière, c'était Tesla, Boeing. À tout moment, une simple news sur un titre peut amener une correction. Une grosse correction. Donc, je vais vous parler du risque. La première chose en tant qu'investisseur, c'est d'abord se connaître soi-même. Ça, c'est un risque qui n'est jamais évoqué. Chaque investisseur doit questionner sa relation à l'argent. Ça renvoie à des questionnements sur nos réussites personnelles et en particulier sur notre réussite financière. Et il faut, quand on investit, que cette réussite soit complètement et parfaitement acceptée, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que dans notre domaine, je vois beaucoup d'investisseurs ou de traders, d'investisseurs qui vont s'exposer au risque inconsciemment et qui vont créer les conditions de ce que j'appelle moi un suicide financier, sans le savoir. Ça, c'est quelque chose qui est très subtil. J'ai travaillé là-dessus parce que je ne suis pas seulement un trader, je suis aussi je suis un spécialiste de la psychologie de la performance. Et quand il s'agit de performance, on est dans un autre domaine. Je peux vous raconter un certain nombre d'anecdotes où je vois régulièrement des investisseurs perdre des sommes d'argent très importantes, de manière régulière. Ce sont des personnes qui ont pourtant des bases techniques solides, analyses techniques et autres. Et quand on reprend, c'est pour ça qu'il est important d'avoir nos journaux de trade, de trading, pour comprendre à quel moment on prend des opérations, on essaie de mesurer la performance. Et très souvent, les personnes qui commettent ces suicides financiers, là, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas lu un graphique, ou ils n'ont pas fait les analyses. C'est un peu comme si un pilote d'avion refusait de faire la météo, de faire cette checklist, et puis on y va, et puis j'ai toujours été chanceux, et puis c'est pas ça. Et là, ça n'est pas un détail. L'important, c'est de se connaître, quand on aborde ces activités-là, d'investissement, de bien se connaître. D'un point de vue conscient, inconscient et même archétypal, parfois on va questionner des mémoires familiales liées à l'argent, des ancêtres, regarder s'il n'y a pas eu des traumatismes familiaux. Alors il y a des gens qui sont dans des modèles de réussite naturelle, ils réussissent naturellement. Réussir naturellement, c'est je prends toujours la bonne valeur au bon moment. On appelle ça de la chance, mais c'est pas forcément de la chance. C'est une manière de saisir les opportunités. Il y a une chose alors qu'il est intéressant de se poser comme question quand on évoque les activités de trading, quelques mots. Si je pose la question, si on vous pose la question, on te parle par exemple de trading, ça vous fait penser à quoi, monsieur Nicole? Des mots qui viennent sur le trading, l'investissement en bourse par exemple. Un mot. Volatilité. Comment? Volatilité. Volatilité. Daniel. Pardon? Un mot qui... on va parler des champs sémantiques de la bourse. Instabilité. Instabilité, volatilité, instabilité. Spéculation. Spéculation. Opportunité. Opportunité. Risque. Risque. Volume. Volume. Réactivité. Réactivité. Il y a d'autres mots. Manipulation. Oui. Mais c'est Manipulation. sous-entendu. Sous-entendu, manipulation, algorithme, robot, danger, risque. Les chanteurs aussi, le gros danger. Le danger, Les fonds spéculatifs. fonds spéculatifs, hedge fund.
Ça veut dire une chose, c'est qu'en fait, selon la manière dont on aborde, dont on entre sur ce marché, si je rentre sur le marché avec des peurs ou des... Sachant que la volatilité, c'est quand même notre ami, puisqu'on gagne de l'argent sur la volatilité, il y a des manières d'appréhender la volatilité. Mais si on rentre sur le marché avec c'est dangereux, c'est manipulé, il y a des robots, je risque de perdre de l'argent, mon broker est un voleur, à cause des problématiques d'exécution. On obtiendra ça. Ça empêche toute forme de réussite, en fait, donc ça va limiter nos réussites, ça va limiter les réussites. En revanche, si on rentre sur le marché avec une autre approche, c'est-à-dire que le marché est notre ami, puisqu'il nous donne de l'argent régulièrement, c'est une autre approche. Les robots sont nos amis, on s'en sert, on se sert de ces robots en intraday maintenant, parce qu'ils sont... On les observe travailler, ils vont travailler des zones de prix, et on va se servir de leur travail pour saisir des opportunités. Donc selon la manière dont on va fixer nos croyances par rapport au marché et aux investissements, on obtiendra des résultats complètement différents. Tout à l'heure, j'entendais dire, attention, les marchés vont chuter, ça chute, ça chute. Peu importe à la limite, puisque nous gagnons quand ça monte, quand ça baisse, et même quand ça ne bouge pas, on gagne sur du non-mouvement, c'est possible de gagner sur du non-mouvement. L'important, c'est surtout de travailler sur la structure du portefeuille, pour éviter en cas de black swan ou de crack, de faire face à des pertes et de faire en sorte qu'on neutralise la perte. Ça, la problématique, elle est là. En fait, l'essentiel, c'est la manière dont on structure un portefeuille. Oui, j'avais oublié la chasse au stop. Pour les personnes qui font du travail, qui interviennent en direct sur les marchés, qui achètent un titre, qui mettent un stop, puisqu'on ne peut pas faire... Il est impératif de respecter les stops, de mettre des stop loss. Certains traders ne le font pas pour un certain nombre de raisons, pour des raisons notamment psychologiques. Et en général, oui, parce que les stops sont des zones de liquidité sont des zones de liquidité simples où les robots vont aller s'amuser à sortir les personnes de position qui sortent avec une perte, c'est très frustrant, et puis après ça repart dans le sens. Donc les stop loss, il y a une manière justement d'intervenir sur les marchés pour éviter d'être victime de ces gens-là. Vous en parlerez? Comment? De ce fameux stop. Oui. Il y a des valeurs qui sont plus enclines à être manipulées. On le voit, il suffit de regarder les graphiques. Il y a des grandes bougies avec des cordes et puis des longues mèches. En général, des gaps. En général, ça veut dire que c'est des valeurs qui sont très souvent chassées par les robots. Donc, il faut en tenir compte. Hein. On en tient compte. Il y a une manière de structurer les opérations pour éviter d'être... ou alors de les détecter, puisque maintenant on a tous les outils de détection de facilement détecter les manipulations de marché à l'avance. Mais tout dépend de la manière dont on va structurer les opérations. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà eu cette mésaventure d'être stoppés ou d'être sortis du marché? Daniel, oui. Moi, mais à mon avantage. Ah oui. C'est souvent mon avantage. Bon, par exemple, je mets un ordre limite, ben oui, il est pris, et puis, disons, je ne mets pas de stop loss généralement, mais ce... Oui, c'est un tort, mais ça marche. Alors pourquoi on ne met pas de stop loss? Pourquoi on ne met pas de stop loss? Mais je ne mets pas de stop loss parce qu'il y a le risque que le marché aille en sens inverse, et puis alors... les gens ne mettent pas de stop loss, c'est qu'en général, dans le processus de direction, les gens, quand ils investissent sur une valeur, il y a forcément un biais directionnel haussier
ou alors on est en short, en vente à découvert. Donc c'est-à-dire qu'il y a un biais directionnel. Et comme on a horreur de se tromper par nature, puisque ça crée une souffrance psychologique, la personne, avant de prendre l'opération, ne met pas de stop. Ça veut dire que ça veut dire admettre la possibilité de se tromper, de pouvoir se tromper sur un mouvement directionnel. Et alors qu'il faut absolument mettre un stop. Systématiquement, ça fait partie de la règle du jeu. Nous, en tant que trader d'options, on n'a pas cette même problématique puisque nous faisons payer nos stops. On se fait payer les stops. J'ai une question. Ce que vous dites là, hormis les options, bien sûr, ça ne concerne pas uniquement le Nasdaq, par exemple, où il y a des faiseurs de marché qui peuvent... Tous les marchés. Les autres marchés ont Tous les marchés, SP500, Nasdaq, Dow Jones, toutes les valeurs. Toutes les valeurs. Tout le Nasdaq, spécialement à des market makers, qui viennent éventuellement chercher... Qui viennent chercher les stops, mais maintenant, ce qui vient chercher les stops, ce sont les robots, les algorithmes, où on crée de fausses patterns et on va entraîner le marché même sur une nanoseconde. On va faire décaler le titre. D'où l'intérêt quand on investit. Enfin, moi j'interviens tous les jours sur le marché, donc j'ai pas un horizon de placement. Je fais pas ce qu'on appelle du buy and hold, je tiens les titres. Où là c'est beaucoup plus sportif parce que quand vous détenez les titres, ça veut dire que je détiens du risque qu'un banquier me transfère parce qu'ils ont, on appelle ça dans notre jargon, des porteurs de la liste. C'est-à-dire qu'on porte le titre pour un banquier qui vous a transféré le risque et à partir de là, tout est possible. Ils font tout ce qu'ils veulent avec. Ils font ce qu'ils veulent avec. Donc il faut être plus intelligent qu'eux. Et alors il faut être plus intelligent qu'eux, moi ça fait 20 ans que je les ai observés parce que je refuse d'être... Le dado de la force. Oui, leur victime. Je refuse ce jeu-là. Je refuse d'être leur victime. Et c'est pour ça que j'ai appris avec ces gens-là, les gens, les traders du PIB de Chicago, à l'intérieur, pour comprendre leur mécanisme. Et de structurer des opérations pour éviter d'être entraîné par ces gens-là. Ça, c'est un risque réel, sachant qu'une fois que vous avez été stoppé une fois, ou 2 fois, moi ça m'est jamais arrivé, une fois que vous êtes stoppé... C'est parce que vous vous mettez fort près, attention, c'est aussi ça. Vous comprenez? En général, les gens, ils se disent, moi je ne veux pas perdre plus de 1% ou 2%. Mais ce n'est pas comme ça. Le marché, il est de temps en temps qui fait une descente de 2, 3, 4 ou 5%. Et il faut accepter aussi qu'il descende de 5%. Pourquoi, Franck? Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a des stops officiels qui sont dans les machines, que la personne va mettre dans la machine. Après, il y a un autre niveau de stop qui est un niveau de stop secret. Exact. Mais maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que maintenant, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre plateforme, sur des millions les comportements sont étudiés, on sait que vous ouvrez votre plateforme à quelle heure, qu'en général, vous passez quel type d'ordre, que vous placez votre stop là, que nous sommes observés, et que soit vous faites... Bon. On est observé. Et il vaut mieux passer du côté des observants que des gens observés. C'est un choix, il faut choisir son camp. Ou vous êtes victime, nous on est victime, ou alors on passe de l'autre côté. Pour être de l'autre côté, il faut utiliser d'autres techniques, d'autres approches très simples, parce que c'est pas quelque chose qui est compliqué. Mais c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense.
Mais quand on fait du trading directionnel, comme vous le faites, Daniel, comme la majeure partie des personnes le font, c'est impératif de mettre des stops. Hein, Cyril? Oui, mais Daniel était une exception dans la salle. Je vous le dis sincèrement. Oui. En général, les gens, ils achètent des actions, ils restent dedans. Oui, Voilà. buy and hold, hein. C'est de buy and hold. Sauf moi, enfin bon, je suis encore une exception, parce que j'ai des portefeuilles différents. Mais en général, les gens qui sont ici, je peux vous dire qu'en général, ce sont des buy and hold. Ils achètent et ils attendent que ça monte. Alors sur quelle base on achète? Sur quelle base on sélectionne un titre? Voilà. Sur quelle base vous achetez? Mais en général, il faut essayer de capter un bas et vendre sur un sommet. Ça, c'est comme dans le commerce, hein. C'est pas toujours possible à faire. Mais C'est pas toujours possible à faire. On a Et non, parce qu'on vit dans un monde relatif ici, alors quand on a repéré un bas, ce n'est qu'un bas relatif. Oui. Surtout qu'on est sur des plus hauts, sur les marchés qui sont sur des plus hauts, qui ne cessent de monter depuis les élections de Trump. Ça monte, ça monte, ça monte. Les marchés sont complètement décorrélés de la réalité. On a des courbes comme ça. Oui. C'est comme je dis, les arbres ne montent pas au ciel. Oui. Enfin, moi je suis un homme prudent, parce que le président va vous le dire. Moi, je suis un homme très prudent. Oui. Bon, il y en a d'autres ici qui le sont moins, mais moi je dis ceci, depuis déjà, moi je dis depuis 2008, suite à ce qui est 2008, qui est au fond le risque, le temps des risques et le temps d'avoir des choses. C'est vrai que j'ai eu tort cette année-ci, il est monté de 22%, si vous voulez voir, de 25%. Oui, Et vous allez nous donner les trucs à appliquer? Ou bien c'est vous uniquement des prises de je vais vous en précaution? parler. L'important derrière tout ça, c'est savoir. On regarde les graphiques, on regarde les marchés qui n'ont cessé de monter. La question primordiale, c'est comment, aujourd'hui par exemple, je ne sais pas quelle est la taille de votre portefeuille, quelle est votre exposition au risque aujourd'hui? même pas 4%. En cas de crack, quel est le risque? Quel est votre risque? 4%. Alors je vais vous en parler. Comment on le calcule? Comment ça se calcule et ça s'évalue? Pour savoir, ça sert à quoi? Ça sert à savoir, est-ce que mon exposition au risque est trop importante? Et à ce moment-là, je réduis la taille de mon portefeuille, ou je vais la restructurer. Et ça permet de voir comment le vrai terme, c'est pas diversification, c'est hedging. C'est quels sont les outils qui me permettent d'avoir des amortisseurs. Par exemple, l'amortisseur, c'est quoi? Il y a 20 000 manières de créer l'amortisseur, de réduire le risque. Quand le CAC 40 perd, je sais pas, 2,5% en intraday, le VCAC fait plus 23. Moins 2, plus 23. Ça permet de garder de la stabilité sur le portefeuille. Ça permet, si on prend un terme plus marin, de faire en sorte que le bateau prenne la mer dans les creux et de passer là où on ne pourrait pas normalement pas passer avec garder une stabilité. C'est à peu près la même chose sur les portefeuilles. Et ça, c'est primordial. Protéger ses portefeuilles. Oui. Alors, comment on fait Cyril? La question, c'est aussi, c'est de continuer de connaître son risque, tout en sachant saisir les bonnes opportunités. C'est ça la question. Comment je fais pour réduire du risque, où je maîtrise parfaitement mon risque, et je garde et je saisis les opportunités en permanence. C'est toujours comment j'obtiens des rendements significativement intéressants sur le portefeuille, tout en maîtrisant parfaitement le risque. Le trading et l'investissement, ça consiste de toute façon, à gérer du risque. Gérer le risque, c'est l'appréhender. Dans les risques de marché, il y a, le risque c'est quoi? C'est une perte de capital. Perte en capital due à
a un sens contraire c'est dû à ce qu'on pensait. Je prends un titre, je pensais qu'il allait monter, en fait il baisse. Ça c'est un risque. Il y a un deuxième risque auquel on ne pense pas. C'est une perte de capital due à un mouvement qu'on n'avait pas prévu, auquel on ne pensait pas. C'est-à-dire je ne pensais pas que ça allait monter, je n'ai pas saisi cette opportunité, c'est aussi un risque. Le fait de ne pas saisir une opportunité, c'est un risque aussi. Manque à gagner. Il y a un terme qu'on utilise en bourse, en trading, qui est celui de la vélocité. On n'entend pas. Ah, il y a un terme qu'on utilise, c'est une notion, ce qu'on appelle la notion de vélocité du portefeuille. C'est que quand on pense que la valeur, le titre a énormément monté, il faut savoir prendre ses gains. Très souvent, les gens ne prennent pas leurs gains parce qu'ils pensent que ça va monter au ciel ou après, c'est lié aussi à une problématique de risque psychologique, c'est qu'on se dit, tiens, j'ai pris mon gain et je vais devoir réfléchir à, je trouve une autre opportunité et il faut que je fasse une réflexion pour trouver une autre opération, alors qu'il faut créer de la vélocité. Pour une raison qui est simple, c'est que vous avez certainement vu les analyses, je crois, cycliques ou sectorielles. C'est une notion importante. Quand la semaine dernière, vous voyez un mouvement par exemple sur Apple passe de $208 elle chute, elle perd de la valeur, les gens qui désinvestissent vont réinvestir ailleurs. C'est ce qui s'est passé sur le domaine pharmaceutique aussi, sur les valeurs pharmaceutiques. En général, les gens vont souvent sur ces valeurs très volatiles, pharmacie, biotechnologie, sont des valeurs... c'est assez sportif. Beaucoup d'investisseurs vont surtout investir sur ces valeurs en disant si j'achète, ça va être le jackpot, ça va monter. Et là, il y a un risque lié à de la volatilité, lié à des manipulations, à des fausses news. Ça, on le voit souvent. Même si on investit sur la base de fondamentaux, ça ne marche pas. D'où l'importance aussi de regarder les secteurs, d'avoir une analyse sectorielle. La semaine dernière, j'ai un coup de téléphone d'un de mes clients pour lequel je gère de l'argent, qui a investi sur 8 valeurs pharmaceutiques. Quand je lui dis, mais sur quelle base tu as choisi ces valeurs, je ne sais pas. Il a lu la presse, des news, des abonnements. Ça n'a plus de grosse erreur. Grosse erreur, donc 8 valeurs. Et il investit au moment où, sur des valeurs sur lesquelles on ne peut pas réparer. Je vous expliquerai pourquoi c'est important de choisir dans le choix des valeurs qu'on peut assurer et réparer. Et sur le mauvais secteur. Parce que quand on regarde regardez graphiquement le secteur pharmaceutique, on voit tout de suite qu'il a des consolidés. Et même si vous êtes sur des valeurs avec des bons fondamentaux, de très très belles valeurs, quand le secteur chute, il emmène tout et l'argent va suivre, va être réinvesti dans d'autres secteurs. Vous parlez là des bio, des start-up, des laboratoires, style Sanofi. Toutes ces valeurs, oui, tous ces secteurs. Toute la pharmacie. Le secteur, La pharmacie a dégringolé. c'est tout un secteur. Les institutionnels vont à un moment, là, on utilise les valeurs cycliques, ce qu'on appelle les cycles. Il y a des cycles et ce qu'on appelle les rotations sectorielles. Et dans le risque, on évalue, quand on évalue quand on fait une évaluation du risque du portefeuille, on va regarder dans la structure du portefeuille. L'idée générale, c'est de garder, d'être investi sur la meilleure valeur du meilleur secteur, à un instant T. Sachant que quand si le secteur bascule, les flux vont être reportés sur un autre secteur et il est important d'être sur le bon secteur. Ce qui exclut pratiquement des stratégies de buy and hold où on tient des titres dans le mauvais secteur. Alors Pierre me dit, donc 8 valeurs,
On n'a pas pu les réparer parce qu'il n'avait pas choisi les bonnes valeurs. On peut toujours réparer en tradant, à la limite, il vaut mieux trader un tracker, par exemple. Mais on pouvait savoir à l'avance que le secteur allait chuter. Si vous avez, sachant ça, sachant que le secteur avait de fortes chances de chuter, surtout en période de earnings, ou dans les périodes de earnings, il suffit que vous ayez, je ne sais pas, un Pfizer ou un Sanofi Europe, mais qu'un des concurrents publie un résultat catastrophique et que ce soit une grosse valeur, tout le secteur est emmené, et là vous êtes parti, on est parti, ou alors on assure la valeur, on va l'assurer. Donc ça fait partie du risque aussi, des earnings, une news sectorielle, d'où l'importance de faire, j'allais dire, c'est une sorte de... On fait une analyse toutes les semaines, sectorielle, le lundi matin, ou le samedi, dimanche, lundi, on fait une analyse. Et votre analyse est basée uniquement sur Ah, moi je ne traite plus comme ça. le graphique, avec le... Ouais, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment ça se passe. Non, mais je ne veux pas devancer votre... Non, je vais vous montrer parce que c'est comment... c'est... Et vous travaillez quel... Voilà. Ah oui. Voilà. Oui, trade gestation. J'ai un graphique sectoriel qui peut être fait sur n'importe quelle plateforme. Alors là, j'ai le SP500, puisque moi je traite principalement le marché américain. Donc j'ai le SP500 avec ça, mais lui, on le connaît par cœur. Je le connais par cœur. Et la décomposition sectorielle du SP500. Là, j'ai une analyse en Ishimoku, mais c'est juste pour un instant T, le lundi. Je dis, tiens, je vais regarder les secteurs. Graphiquement, j'ai une fenêtre, j'ai pratiquement tous les secteurs. XLD, XLP, XLE, XLU. FXI, c'est le marché chinois, le tracker du marché chinois, sur les grosses valeurs du marché chinois. Et en un instant T, j'ai déjà j'ai une idée de la progression du secteur actif. Si je vois par exemple la XLV et là en dessous du nuage, même si je prends la meilleure valeur du secteur, je sais que les institutionnels n'y seront pas. Et ça, c'est du risque. Donc dans ces cas-là, on sort. Ou j'allège la position, ou alors je vais l'assurer, ou je vais l'assurer. Et je préférais choisir XLF, ou bon là, vous voyez, XLE, en solide. Ce sont des secteurs de quoi? Sauf si j'ai envie de shorter le marché. Parce qu'en fait, j'ai toujours comme indice, j'ai toujours le SP500, quel est le secteur qui traque le SP500. Donc je vais me positionner sur la meilleure valeur du meilleur secteur, à un instant T. Et c'est la force relative. c'est force relative. Ça c'est, en faisant ça, déjà dans la constitution d'un portefeuille, on ne se trompe pas. C'est enlever du risque. Sauf si j'ai envie de shorter, de dire bah, tiens, je vais être là-dessus parce que je pense. Les trois quarts des gens, 90% des gens ici, ils ne font pas de short. Ils ne connaissent pas ce que c'est. Alors, quand je dis short, moi je ne short pas non plus, je suis avec des options. Parce que Oui, mais ça c'est autre chose. on est avec un tracker. Oui. Un tracker qui short, inverse. Inverse, oui. Mais le problématique du tracker inverse, c'est aussi des produits assez techniques. C'est comme un amortisseur. C'est que les trackers inverses, si vous voulez, l'amortisseur il sert au moment où vous prenez la bosse. Ça fait ça. Et donc le mouvement de la vol, c'est un peu explosif sur le moment, puis après ça se tasse. Puisque la volatilité, quand il y a un mouvement anormal, il amortit ce choc-là, puis tout d'un coup la volatilité redevient normale, et il va se tasser. Mais cela dit, c'est bien de savoir. On n'est pas toujours gagnant. Vous avez raison. Il y a une manière de les utiliser. C'est-à-dire qu'il y a une manière de les utiliser. Il faut les connaître. Quand vous voyez par exemple XLE là, on est encore dans le nuage, on est ici beaucoup, là on est en daily, là, mais vous préparez déjà des idées de. On prépare les couvertures. En fait. Je prépare les couvertures. Si je suis sur un secteur par exemple là, en général,
en général, quand ils chutent, on enlève, pour les personnes qui portent les actions, on enlève, c'est là où on va prendre nos gains, on va enlever l'exposition. Donc on sort du secteur. Pour peut-être y revenir au moment où on est sur des plus bas. Là, c'est là que l'analyse technique est intéressante, c'est qu'on va utiliser les zones de support, de résistance, pour rentrer, ou rentrer différemment. Les points pivots. Point pivot, c'est en intraday. Moi, j'aime bien les points pivots parce que dans l'esprit sélection, c'est tout bien pour les points pivots. Ouais. C'est comme hier, il pouvait aller au S1 et il n'est pas allé jusqu'au S1, il n'est pas été jusqu'à 2950, il n'a pas su y aller, il est allé jusqu'à 48,5. Ah ouais. Ouais. Donc, je pense qu'on avait fait, j'ai vu dans votre programme des personnes qui étaient intervenues sur les analyses cycliques et autres. Ça, très concrètement, ça c'est le genre de choses qu'on a sur nos plateformes. Ça prend un écran, ça se paramètre. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais c'est accessible à faire. Et à l'intérieur, là vous avez la décomposition de chaque tracker ici. Vous voyez. Et à l'intérieur, on fait une sous-fenêtre avec la liste des valeurs qui composent le tracker. Je voudrais juste ajouter un point pour les fidèles de la salle, que dans Baraka, la base de données est précédée, pour chaque valeur, elle est précédée des 3 lettres du secteur. Donc voilà, on sait, quand le secteur est bien disposé, quelle valeur appartient à ce secteur-là. Voilà. Et on peut faire une recherche sélective de la meilleure valeur dans le meilleur secteur. Exact. Et ça, c'est important. Tout ça est faisable avec Baraka, notamment. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Vu qu'on a l'outil, la base de données qui est orientée dans ce sens-là. Voilà. Aussi bien pour les européennes que pour les... C'est valable sur le marché américain, valable les sur tous les marchés. XLV, XLV, on connaît ça par cœur. Voilà, c'est important. Ça, c'est important. Notamment quand on parle du risque, évaluer aussi le risque. C'est aussi un outil d'évaluation du risque. Risque sectoriel, point de risque sectoriel. C'est pour ça que les stratégies de buy and hold en disant oui, j'achète des portefeuilles parce que je fais souvent des erreurs, je fais des biotech ou du pharmaceutique parce qu'on pense que ça va partir comme ça va partir. C'est pas toujours un choix judicieux. J'ai même vu des banquiers, ça c'est souvent des grands banquiers d'affaires. Quand on discute de trading et de club d'investissement, parfois on découvre des choses. J'avais un banquier qui est conseiller juridique à la Société Générale, qui est quand même une banque. Il avait pratiquement 90% de son portefeuille sur un titre. C'est con, ça. J'appelle ça con. Mais il y en a plein, vous savez, France. Des gens comme ça. C'est qu'à un moment, quand il sort de la zone, on n'est plus dans du rationnel. On fait beaucoup de traders, on est technique, mais il y a un moment, il va acheter une valeur, il va perdre, et puis bon, il y a ce qui est souvent conseillé par les banquiers qu'il ne faut jamais faire, c'est moyenner la baisse. Voilà. Jamais, on ne fait jamais de la moyenne à la baisse. On sort, on prend le capital et puis on va réutiliser sur d'autres choses. Et autre chose aussi, c'est quand on a une perte, l'énergie psychologique va sur la perte. Ça, c'est de la psychologie. J'ai une perte égale traumatisme psychologique, égale, je vais me fixer là-dessus, ça va me renvoyer à la culpabilité, des jugements sur moi-même, et là, comment je vais faire pour réparer, et l'énergie qu'on met psychologique pour réparer une opération qui a mal tourné, elle n'est pas utilisée pour les opportunités. Et on a besoin à chaque instant, comme moi quand j'ouvre ma plateforme, je cherche une opportunité. Elle est là, je ne sais pas d'où elle vient. Je sais pas, parfois elle vient d'un de mes clients qui me dit « Ah, j'ai perdu de l'argent là-dessus. Je regarde le graphique. » Puis moi je vois une opportunité inverse. Une
une opportunité inverse. Ben un jour, il y a... alors qu'il ne faut jamais prendre d'abonnement sur des lettres type Agora, recommandations. Un jour, j'ai un de mes clients qui m'appelle et me dit Émeric, j'ai un tuyau. J'ai un tuyau. Ça, c'est dangereux. Ouais, mais moi, j'ai les tuyaux. Moi, j'ai mes spinners et puis il n'y a pas de tuyau. C'est tout sauf un jeu. Il me dit voilà, qu'est-ce que tu en penses? En général, quand il me pose la question, c'est qu'il est déjà dedans et qu'il a déjà perdu de l'argent. Il me dit qu'est-ce que tu penses du marché du TUR, le tracker du marché turc? Alors là, les publications Agora ont, soi-disant, par la CIA, spéculent sur la chute du marché turc. C'est un truc un peu exotique quand même. Et voilà, j'ai acheté un bout $900 pour assurer la chute du marché turc. Sauf qu'au moment où il a acheté, le marché turc continue à monter. Et que, donc on est à 2 mois, il avait déjà perdu, il avait perdu pratiquement 40-50% de sa valeur, et les publications Agora lui disaient ça va chuter et il faut en remettre. Et alors il m'appelle et il me dit voilà, le tuyau. Alors, c'est pas un tuyau. Il est crevé. Il est crevé. oui, mais il est dedans. Il est dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il lui conseillait de moyenner à la baisse. De moyenner à la baisse. Alors qu'il fallait faire tout l'inverse. Et donc, moi je vois ça. Je lui dis voilà, vous achetez le bout de X machin chose qui vaut X. Moi je le vends. Je fais tout l'inverse. Je le vends. C'est une opportunité liée à l'erreur de quelqu'un. C'est comment? Parce que moi je suis en recherche d'opportunités. Moi je viens, le marché, mon ami, me donne de l'argent, j'ai besoin d'argent pour un billet d'avion, j'ai besoin pour une moto, j'ai besoin d'argent pour ça. J'ai une approche très féminine. Vous voyez, les femmes sont plus problématiques que les hommes. Moi, sur chaque traite, je donne un nom. Je lui donne un nom. Pour mes impôts. Pour ça, pour ça, pour ça. Je ne suis pas dans le jeu, je ne suis pas dans des histoires de pourcentage, donc du concept, je vais faire 30-40%. Je les donne en cash. Cash. C'est pas la même approche. On n'est plus du tout dans la même approche. Tout ça pour dire que dans les risques, tout ce qui touche aux abonnements, aux rumeurs, Ça, c'est très mauvais. en tant qu'investisseur, en général, vous prenez une position, Franck, et puis parce qu'au départ, il y a une conviction sur quelque chose, ou graphique, ou parce qu'il y a une conviction. En général, quand la personne a acheté la valeur, il faut savoir si d'un point de vue mathématique, ça c'est une réalité mathématique, que le marché, une fois que le trade est exécuté, que je l'ai acheté, la probabilité mathématique qui monte ou qui baisse, elle est de 50-50. Quelle que soit la prévision. Ça veut dire, on a un professeur de maths, on a un professeur de mathématiques, ça revient sur des séries statistiques, à jeter une pièce de monnaie, à jouer à pile ou face. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir. Alors, on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire que quand on trade, je m'interdis de prévoir. Quand je prends une position, je m'interdis de prévoir. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? Et j'ai une manière de structurer les opérations. Nous, en tant que trader option, on trade sur des zones de prix. On ne traite pas forcément sur le spot. C'est une autre manière de penser, qui en général n'est pas enseignée, parce que les banquiers n'ont pas intérêt à vous l'enseigner, les brokers, ce n'est pas leur intérêt non plus. On préfère vous faire des stratégies à 50-50, où à chaque fois que vous avez acheté, vous êtes ballotté dans tous les sens, on vous met de la volatilité, et puis ça devient complètement insupportable. Ça leur fait des commissions, ça fait des...
il y a toute une industrie derrière ça. Donc on revient au risque. Donc sélection des titres, être déjà exposé sur le secteur le moins approprié, c'est du risque. Donc un des moyens d'évaluer le risque, c'est d'évaluer très régulièrement le secteur et de regarder la structure du portefeuille par rapport à ça, l'exposition. En général, on remarquerait qu'il y a souvent des personnes qui ont en répartition sectorielle 80-90% de valeur sur le même secteur. Avec des stratégies directionnelles, c'est du risque. Si vous avez de la chance, et on va dire c'est qui tout double, vous avez de la chance, vous êtes sur le bon secteur, ça monte, c'est super, mais ça... Non. Ça c'est un outil d'indicateur, c'est une indication qui permet de nous piloter, on va dire, c'est notre météo, c'est notre météo. Mais vous vous servez, est-ce que vous vous servez de l'indicateur qui se trouve sur le... Comment ça? Ici, Shimoku, j'utilise, je vous l'ai mis pour montrer, moi j'utilise plusieurs indicateurs techniques, je le regarde comme ça. Oui. Je le regarde, il est pratique, c'est utile. Ça veut tout dire, hein, en réalité. Mais j'aurais pu vous enlever les Ishimoku, je vous mets des moyennes mobiles, des lignes de support de résistance, et les points pivots, l'important c'est d'avoir une représentation, de savoir où on en est. On sait que le SP500 monte, je sais qu'il monte, et dans quel secteur ça se passe. Dans quel secteur ça va se passer. Parce que si vous dites, je vais rentrer, j'ai une valeur, j'ai repéré une valeur, une pharmaceutique par exemple, alors que le secteur est en train de chuter et vous êtes dedans, parce que vous avez une news, la news elle vient du fait que les journalistes travaillent pour les hedge funds, et puis moi je gère un fonds, je suis ennuyé avec un titre, j'ai besoin d'acheteurs parce que j'ai du risque, j'ai envie de transférer le risque, je dis alors tu mets ça dans tes tuyaux, acheter cette valeur, et moi je sens le risque, je transfère le risque. Au moment où je transfère le risque, je prends une assurance. Et ça c'est très important. D'un point de vue pratique, n'est-il pas plus simple de prendre un ETF, un tracker, sur le secteur en question, comme ça on moyenne le risque. Oui. Maintenant on a un problème avec les Américains parce qu'on ne peut plus acheter de trackers comme le tracker XLK ou XLP. Oui, on peut le faire, ça dépend de votre plateforme. Nous, alors si vous voulez acheter un tracker, qu'est-ce que tu ferais, Cyril? Allez, créatif. Tu veux acheter un tracker, on n'a pas le droit d'acheter, un Européen n'a pas le droit d'acheter, et tu as envie de l'acheter, qu'est-ce que tu fais? Il sait en plus. Enfin, moi, c'est pas le problème, parce que moi je suis sur le marché américain. Nous, on est sur le marché américain. Oui, il était sur le marché. Mais Cyril, on imagine. Alors qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, Franck, Achat d'un call. je vends un put. Je vends un put. Je vends un put. Pourquoi c'est mieux que d'acheter un call? Parce qu'on est payé pour l'acheter. Au prix que j'ai envie. Un peu de tracker en question, c'est ça. Mais je ne veux pas le vendre n'importe comment. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de détourner la situation. En fait, c'est pas détourner. Oui, si on veut le terme détourner. De contourner ou de trouver de la liberté. Allez, on va dire. C'est pour ça que, bon, monsieur est la même chose que moi, il m'a dit qu'il est chez Interactive Broker. Moi, il y a des années que je dis dans la salle boursière, il faut aller chez Interactive Broker, parce que, au fond, vous pouvez aussi bien shorter, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous ne pouvez pas faire en Europe. Voilà. Le gros problème est là. D'ailleurs, il y a beaucoup de brokers en Europe qui utilisent IB. Bing, Bank, les bons. Ce sont des bricoleurs. Ils utilisent la plateforme pour le passage d'or, les passages d'or et autres. De Chiro permet de travailler aussi avec de Chiro. Oui.
L'important, c'est de savoir. L'important, à la limite, c'est pas une question de broker, c'est d'avoir la possibilité de travailler les baisses. Voilà. Le broker, peu importe, à la limite, c'est moi j'ai besoin de me déplacer d'un point A vers un point B. Je ne sais pas si j'ai un vélo, j'irai plus vite qu'à pied. Donc je prendrai l'outil qui se présente là. Vous avez des trackers reverse, hein, ou le reverse, voilà. qui fait ça, quoi. Hein. Mais, voilà. Oui, bien sûr. C'est important de les connaître. Hein. Oui, c'est important de les connaître. Mais on le trouve. Un autre avantage d'IB aussi, c'est que IB peut vous prêter du cash. Voilà. On a belle sur marge. Si vous avez besoin de, je sais pas, 50 000 €, si vous avez des disponibilités, IB peut vous donner de l'argent à un taux qui est quand même inconnu sur les marchés bancaires. Ok. C'est-à-dire quand tu as 25 000 €, vous pouvez travailler 100 000 €. Voilà. Oui, vous pouvez aussi avoir, comme je dirais, du cash. Si vous avez un portefeuille de 100 000 €, vous voulez continuer à rester en position, vous avez du cash. Si vous avez des liquidités, IB peut vous prêter par rapport à votre portefeuille du cash pour vous réaliser une opération ailleurs. Vous le rembourserez ensuite, comme si c'était par exemple un paiement cash. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire de vente. C'est un point instantané. Oui, et on peut travailler dans toutes les monnaies. En multi-currency, c'est un. Bon, IB ne fait pas de choses, incroyables. Il est gentil finalement ce que vous avez. Ici, là, j'ai un portefeuille de autant en action. Si je suis en cash, je prends la sécurité sur l'action, mais je vais lui donner des liquidités. Alors, je vais revenir en dehors des considérations de broker, des choix de plateforme, des choix on peut dire 1,6% sur. C'est important quand même. C'est important. J'utilise aussi IB, mais moi uniquement pour faire acheter des euros-dollars, parce que bon, j'ai du mal avec leur plateforme, mais elle est aussi pratique. Alors, en revenant au risque, alors il y a les risques des manques d'opportunités. Il y a un autre risque qui est lié au fait que les portefeuilles n'ont pas de θ. C'est comment on neutralise la valeur temps. Vous, Franck, qui faites de l'immobilier, vous savez bien que quand vous avez un appartement, si vous ne le louez pas, il y a une perte d'argent. Il y a des charges, il y a des impôts, voilà. Le θ, ben c'est la même chose en bourse. 90% des portefeuilles sont constitués de delta, c'est-à-dire de mouvements. Ça monte, ça baisse, je suis impacté par le mouvement. Et trois quarts du temps, il n'y a pas de θ. La valeur temps. Elle est importante. La valeur temps, c'est une des parties les plus méconnues, de nos activités. Il faut encaisser du θ. Les stratégies simples, même quand on a des titres, en buy and hold, c'est de créer des loyers hors dividende, parce que le dividende c'est pour moi hypothétique. Hein. Un jour c'est ça, c'est un peu une carotte en fait. Hein. Mais comment se faire rembourser ces titres, ces stocks d'une part, parce qu'il faut toujours mettre des stocks quand on a des titres, et encaisser ses loyers. Donc l'absence de θ, pour moi, c'est du risque. Après, un autre risque, il y a des risques techniques. Mauvais broker, à cause d'exécution, de mauvaises exécutions, toujours avoir des systèmes informatiques à jour. Moi, je vois des personnes qui ont des gros portefeuilles, ils traitent avec des anciens systèmes Windows 7, XP, c'est pas à jour, c'est du risque. L'ordinateur avec un problème de mémoire, et
les pannes surgissent toujours au mauvais moment. Même un modem. Hein. Même un modem. Un simple modem informatique, que ce soit à jour, il faut toujours se débrouiller pour pouvoir avoir un accès Wi-Fi, une panne d'informatique, une panne de modem. Moi, j'habite à côté d'un golf, j'ai tout de suite un accès Wi-Fi ou dans un grand hôtel à 3 minutes de chez moi. C'est aussi de la gestion du risque. Oui. C'est aussi évaluer les risques. C'est-à-dire qu'on regarde où se trouve le risque, on annule tout le risque. Tous les risques inutiles. Je peux vous raconter des histoires justement là-dessus, des choses assez cocasses. Là, il y a un risque, il y a un autre risque qui est lié à l'environnement familial. Alors oui, j'y reviendrai. En général, le modèle management n'est pas toujours respecté. Les tailles de position sont beaucoup trop importantes par rapport à aux tailles de portefeuille. Donc ça, c'est ce qu'on constate très régulièrement. Les gens ne prennent pas leurs pertes quand il faut le prendre. Pas de stop. Ils ne prennent pas les pertes. Mauvais secteur. Taille de position trop importante. Les modèle managers, c'est les 3/4 des gens ne savent même pas ce que c'est. Oui, c'est tellement. C'est très important, ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Oui. Pourquoi vous l'avez déjà évoqué, le modèle management dans la... C'est quoi votre taille de vos positions, Franck? Ça dépend pour quelle action que je peux mettre. En réalité, par enveloppe. Hein. Par enveloppe, c'est 10 000 euros par action. D'accord, par ligne. Par ligne. C'est le minimum. Et vous pouvez à partir de quel moment de 4%. C'est pas ce que je voulais entendre. Je voulais entendre, je ne perds jamais. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Ça peut être 5 à 10%. Tu mets un stop à moins 4. Non, je calcule mon stop et je dis je sors à moins 4. Mais comme je suis devant tout le temps mes ordinateurs, je n'ai pas ce problème. Je m'excuse. Le bon déménagement, c'est ce qu'on est prêt à perdre donc, en fonction de la volatilité de l'investissement que l'on fait. Oui. Et le stop qui se place. Alors, en fait, non. Et la taille de la position joue aussi. Le modèle management, c'est ce qu'on sait, ce qui est. Par exemple, à 8% sur le portefeuille, on est prêt à mettre à 8% sur une transaction. Oui, mais ça, c'est quoi votre nom? Michel. Le problème, c'est que la volatilité peut monter à un moment donné. Et donc la taille de la position. Alors, la taille de position, de la volatilité. En fait, money management, c'est on conseille. C'est pas moi qui le fais, qui conseille ça, mais ce sont nos pairs. Nos pairs, ce sont des gens comme Jess Livermore, qui étaient les premiers traders du début du siècle dernier. Les règles, elles ont été établies, elles sont... les bonnes règles, c'est 1 à 2,5% maximum d'un titre sur le portefeuille. Ça, c'est une règle. Hors volatilité, hors. Si vous perdez 1%, après, il y a des gens... Après, selon chacun a sa définition de la perte acceptable. On a, Cyril et moi, un ami commun, un jour il m'appelle, il me dit, il avait fait un trade sur la France. Et il me dit, il était dans tous ses états, j'ai perdu, je lui dis, Eric, tu as perdu combien? 30 euros. Je lui dis, ça n'est pas une perte. Hein. Pour lui, oui. Pour lui, 30 euros, c'est insupportable. Il y a tout un travail à faire, et c'est tout un travail de sa relation à l'argent. Mais pour lui, 30 euros, c'est insupportable. 1 à 2,5% en général, c'est ce qu'on conseille. Pas plus. Et dans le money management, on devrait aussi considérer, à l'intérieur de ça, la taille de la position dans un secteur déterminé. Et idéalement, on devrait trader avec des stratégies différentes, des actifs décorrélés.
pour créer des résiliences. C'est-à-dire que oui, on décorrèle les actifs avec des stratégies différentes. Si le marché chute, ben c'est pas grave, celle-ci est résiliente. On a des tables de décorrélation qui sont faites par nos amis mathématiciens, des quants, qui font ça très bien. Prends-nous. Et donc, traiter des actifs. On revient à la structure du portefeuille, la manière dont on structure un portefeuille, dans lequel il faut qu'il y ait du θ sur nos plateformes. Je ne sais pas sur Avi le fait, mais sur ma plateforme TradeStation, j'ai mes positions, j'ai ma position en delta, c'est-à-dire la sensibilité au mouvement, et j'ai mon θ, et en général, j'encaisse plus de θ que delta, c'est-à-dire que la valeur temps va absorber le mouvement, une sorte d'amortisseur. Ça, c'est d'où l'importance du θ. Dans les risques, il y a ce que j'appelle les pollutions mentales et les pollutions liées à la surinformation. Il y a des systèmes où il y a des gens qui sont contrariens, le système va s'effondrer, l'euro va s'effondrer, le dollar va s'effondrer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des euros, du bitcoin, les banques vont s'effondrer, du jour au lendemain je vais être ruiné. Ça, ce sont pour moi des pollutions mentales qui empêchent, quand on investit, de saisir les opportunités. Parce qu'en toile de fond, si je me dis à chaque fois, le marché va s'effondrer, on entend ça depuis par des gens qui veulent vendre des informations, par des journalistes, parce qu'ils ont intérêt à vendre de la presse ou des revues type toujours Agora, Simone Wappler et autres, marketing de la peur. J'ai la solution pour ça. C'est très difficile d'intervenir, d'avoir une lecture claire de la situation, et notamment quand le marché fait le contraire de ce qu'il serait supposé faire. C'est quand il dit ça va s'effondrer, et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai perdu les opportunités, c'est très frustrant. Et au dernier moment, les gens interviennent à la fin du cycle, on va dire au mauvais moment, et là, quand on vous dit d'acheter. Oui, et alors que alors qu'il faudrait vendre ça le drame avec les analystes et les analystes. Alors la première chose qu'il faut faire avec les analystes, c'est très simple. Avec les banquiers et les analystes. Vous me dites ça. Est-ce que pourriez-vous me montrer votre portefeuille? Qu'est-ce que vous avez vu, vous, au portefeuille? Et vous verrez ce qu'il va vous dire. Non mais vous savez, moi je suis analyste, j'ai pas le droit, j'ai des informations, financées. Les analystes, les conseillers, c'est très simple. Hein. Ça n'engage que analyse technique, quand on voit les gens qui font de l'analyse technique sur un an, ça revient à. C'est comme si je vous disais l'année prochaine, au mois d'avril, il fera 15 degrés à Knock. On ne peut pas savoir. Actuellement, je peux dire qu'on navigue à vue, mais le marché peut changer, il peut changer à tout moment. J'ai vu des mouvements là, cette semaine, jeudi, où le marché... C'est souvent jeudi. Oui. Et vous savez pourquoi, Franck? Il y a des raisons techniques pour ça. C'est des options qui finissent. Vendredi, mais on recalcule les prix des options jeudi, voilà. On reprice les mouvements pour la semaine qui suit. C'est une journée, le jeudi c'est une journée de merde. Non, intéressante, elle est technique. Oui, mais pour les futurs et ça, c'est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est, on va dire, mardi, mercredi et jeudi, allez, 3 jours. Le vendredi, c'est très mauvais. Il y a une manière de rentrer le vendredi. Ouais. Et le lundi. Et le lundi, il y a aussi une manière de rentrer le lundi, mais bon. Mais sinon, s'il y avait 3 jours à revenir, mardi, mercredi et jeudi, ces 3 jours-là.
Moi, il m'est arrivé d'aller dans... Je vois mon Pourquoi? frère aussi. Excusez-moi. Oui. Hein, si vous voulez persister, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le mardi, mercredi, jeudi? Alors lundi, journée d'observation, on redémarre, c'est un peu comme... on se retrouve un peu comme dans l'enfance où on prenait l'école le lundi. On avait le week-end, on rendait les devoirs, on est tous dans ce... Où il y a des opérateurs qui sont à l'entrée de week-end. C'est un peu... C'est, on va dire, on ne sait pas dans quel sens va aller le marché. C'est un jour un peu... d'observation. Mardi, les gens rentrent, parce qu'en fait, comme tout le monde se dit, le lundi, c'est un jour un peu plus technique, ils rentrent le mardi. Après, nous, en tant que trader option, on rentre le mardi soir. Pour une raison, enfin, sur certaines stratégies, on a des stratégies du mardi soir. Il y a juste quand on sait faire ça, le mardi soir, avant la fermeture, on va dire 1 heure ou 2 heures avant la fermeture, on fait une ou deux opérations avec une expiration à la fin de semaine. Quand vous dites mardi soir, vous parlez de Wall Street, à la clôture à Wall Street. Avant, oui, je parle du marché américain. Ah, d'accord. Ouais. Sur certaines valeurs, on appelle ça des stratégies du mardi soir. Spécifiques, mardi soir. Et quand on dit mardi soir, c'est pas mardi à 14h. C'est des jours et même des heures précises. Donc pour nous, c'est à 22 heures. 22 heures, oui. 22 heures. C'est, on va dire, décalé. 22 Et heures. sachant que quand vous tradez le marché européen, on est sur un marché qui est quand même très tributaire des marchés américains, des news américaines. On est entre la Chine, Qui travaille la nuit, lui. oui, et bon. Moi, je ne traite pas le marché européen. Ou alors, je vais trader avec un tracker ou même pas. Même pas. Quand on peut gagner tellement d'argent avec une valeur comme Tesla, Apple, ou le SPY, ou un tracker. Bon. Parfois, on peut ne trader qu'une valeur. Alors, parmi les risques, il y a donc ces histoires de surinformation où, en fait, on est, face à nos investissements, on est, je ne vais pas dire on est seul. Il y a une responsabilité d'investir un moment sur un titre, et ce n'est pas la peine d'aller chercher à se rassurer. En général, la personne fait un trade, elle dit tiens, j'ai acheté ça, ah ben j'ai acheté ça. Si vous demandez à 10 personnes, il y a toujours quelqu'un qui vous dira ah ben non, mais tu comprends. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Et s'il avait raison? Et si cette personne avait raison? Et si, le premier petit mouvement qui va dans le sens contraire, vous sortez. Ça, c'est de la psychologie. Donc la surinformation, éviter même la presse. On va regarder aussi, on peut regarder, on va dire par exemple le Forex, les variations euro-dollar pour savoir où vont les flux, comment s'orientent les flux de capitaux. Il y a d'autres choses qu'il faut absolument regarder, ce sont les indices de volatilité. Le VIX. Alors le VIX, c'est important. C'est un vrai baromètre. Hein. C'est un vrai baromètre quand il y a des périodes. Oui. Étant donné votre manière d'investir, vous ne vous inquiétez pas des fondamentaux de la société. Jamais. Je ne regarde pas les fondamentaux. Donc, la croissance de chiffre d'affaires, le bénéfice. Jamais. La macro. Je vais regarder les macros, les taux d'intérêt, je vais regarder le Forex par exemple, l'euro-dollar, les variations euro-dollar, je vais regarder les analyses sectorielles, mais actuellement, moi j'ai une manière de trader qui est moi je suis un trader de volatilité où je vais vendre des options pour encaisser le delta sur une version assez structurée, très structurée. Et on a
Actuellement, le marché a évolué, on est dans un marché où il y a de l'intelligence artificielle. En face, on a des robots. Et il faut absolument des outils de détection des robots, c'est-à-dire détecter les mouvements des institutionnels. En fait, on ne fait que répliquer, que suivre les big boys. Eux ont des informations, donc on va les suivre. Je vais suivre un Goldman Sachs, je vais suivre les institutionnels. Le seul moyen de les suivre, c'est de savoir au moins lire les chaînes d'options. On n'est pas obligé d'être un trader d'options, mais de savoir ce qui se passe sur les chaînes d'options. Et tout ça, c'est du très court terme, non? Quelle est la périodicité à peu près? Ça dépend. Moi, je suis un trader. Moi, je suis quelqu'un d'assez. Donnez-moi votre périodicité, c'est toutes les. Vous achetez le matin, vous vendez le soir ou... Non, moi, j'ai une manière de faire les choses très. Alors, très rapide, mais on va dire une semaine. Une semaine. Sur une semaine, après, je trouve le temps. J'ai des stratégies sur 15 jours. Entre le mardi et le vendredi. Et parfois, on a des stratégies qui sont paramétrées pour faire sur 30, 45 jours. On va dire que c'est une manière plus bourgeoise de traiter. Moi, je trouve ça long. Parce que je suis habitué à... Après, c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Chacun sa temporalité. Il y a des personnes qui travaillent, qui diront, moi, j'ai besoin de cadrer... ça sera plus des stratégies du mardi soir, par exemple. Je vais faire un trade le lundi et je serai sorti de vendredi. Ou alors, je vais faire d'autres choses. Chacun a son style. J'ai pratiqué plusieurs types de trading, mais je suis à l'aise avec des choses très comme ça. Tac, tac. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on pense, notre président? Vous savez pourquoi? Parce que moi, le week-end, je suis en cash. J'ai pas d'exposition. Ça, c'est plus intelligent. Je n'ai pas d'exposition au marché. Ou alors, si j'ai une exposition... Vous dormez bien Oui, c'est important de dormir. C'est important. Le côté un peu plus psychologiquement plus inconfortable, c'est de dire lundi, je repars à la chasse. C'est un peu comme... Lundi, c'est un jour... Le lundi, et chaque jour on trouve des opportunités quand même avec le système. Après c'est une question de screener et de screeners de détection de trades qui nous permet de détecter à peu près au minimum 2 trades par heure, minimum. 2 trades minimum par heure, sachant que moi ma conception c'est que je préfère faire une opération bien faite avec 90% de chances de gagner et de faire des choses dans tous les sens. Parfois, sur les petits portefeuilles, il y a une manière de construire des petits portefeuilles. On va encaisser des 300, 400 $, par-ci, par-là, 400, plus 400, plus 400, 600 $, en vendant des primes. On n'est pas exposé sur le titre. J'ai pas d'exposition au titre. Surtout en ce moment, à la limite, si on était dans un creux de marché en bas, j'ai pas de problème pour faire ce qu'on appelle une stratégie de cover call, où je détiens les titres chez nous. La stratégie, elle génère 45% par an. C'est une stratégie qui est simple, hein, qui est très simple, on peut assurer, on peut la... Bon, c'est assez simple. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Ou alors j'inverserai, je le ferai plutôt côté assurance. Mais détenir des titres, c'est détenir du risque. C'est dangereux. Oh oui, forcément. C'est un peu comme si vous avez une voiture et sans frein. À tout moment, bon, sauf si vous l'assurez. Et d'où l'importance de savoir une chaîne d'options pour mesurer le risque, même sur un titre. Moi, j'assure souvent en achetant des choses concrètes comme le BX4 ou le... Voilà, j'ai ici devant moi. Le XX Oui, quelque chose comme ça. Voilà, j'assure en achetant du U de CI2U. Voilà. C'est un tracker à short sur le MSCI
RCI aux États-Unis. Alors moi, Franck, je fais partie de la génération écolo. Oui. Donc j'aime bien les choses bio. C'est les gris. C'est les bio. Alors moi, je consomme bio. Et le bio dans le domaine, c'est les options négociables américaines. Oui, ça, c'est des produits. Ah, excusez-moi. Oui, disons par exemple, donc vous vendez des poutres ou des côles, mais seulement si le marché ne va pas dans la direction espérée, vous coupez votre position ou bien alors vous l'assurez en prenant moi, la position inverse. On n'entend pas dans le fond. Vous n'entendez pas du tout? Non, mais c'est vous reculez, vous avancez. Ah, excusez-moi. Oui, vous répétez la question. Ça fait depuis que j'ai pris des cours de danse. Ah, c'est ça. Et vous savez, je fais la même chose devant ma plateforme, parce que j'aime bien traîner debout. Et parce que parfois, d'abord quand on est debout, le cerveau est plus actif. Assis, on est plus en position laxe. Et les graphiques, on ne les voit pas de la même manière de loin. C'est-à-dire que parfois, j'ai mon écran qui est là, et je vais le regarder, je vais le mettre sur le fauteuil avec un thé, et je vais regarder. En discutant avec Cyril, mon ami, on discute, et je vais regarder, je vais voir des choses que je ne verrai pas de près. Il faut bien avoir de recul, là. Il faut le recul. Alors, par rapport à vos questions, par rapport à Daniel, moi j'ai un trait proactif. C'est-à-dire qu'on n'est jamais assis, je suis jamais assis sur la position, je fais un jour d'échec où j'ai une stratégie, je maîtrise plusieurs types de stratégies simultanément. Si le marché fait ça, je vais ajuster et je vais défendre. Et je ne laisse jamais. Par le delta alors. Le delta et le theta. Je vais compenser, ce sont des phases je ne sais pas comment vous avez. J'ai vu ce que tu faisais, Daniel. Les stratégies de défense sont très importantes. Comment on défend un strangle, comment on défend une position. Ces stratégies défensives sont rarement enseignées et c'est pas normal. Parce que c'est la partie la plus importante. Le trade va attaquer, il suffit qu'il y ait un gars, il faut savoir le défendre. À tout moment, il faut être en mesure de réagir et être proactif. Mais vous savez, je m'excuse de dire ça, vous avez 90% des gens ici, ils ne sont pas comme moi, ils savent très bien. Moi, je suis devant mon ordinateur au moins 10-12 heures par jour. Alors, voilà, Franck. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Oui, Franck, il y a des stratégies non directionnelles, on n'est pas obligé d'être 10 heures derrière un écran. Il suffit d'une opération bien faite. J'ai fait une opération, je vous donne une opération que j'ai faite sur Boeing, là, cette semaine. C'est ton broker qui t'appelle? C'est un appel de marge. Une petite opération que j'ai faite sur Boeing, c'est une stratégie de earnings. Boeing était à, je ne sais plus de mémoire, j'ai 300, dans les 381 dollars, 370 dans ces dollars. J'avais des positions sur le niveau 410 et quelque chose de beaucoup plus bas là. Lundi, je suis rentré lundi, earnings, 1720 dollars de gain, comme ça. Sans rien faire. Je vais placer le trade, je peux aller à la plage en fait. Je peux aller me balader au bord de mer et j'attends. Le titre décale vers le haut, peu importe, décale vers le bas, peu importe. Et j'ai remis les couverts avec quelqu'un. Je dis, je rigole parce que c'est parfois il y a des choses, j'allais dire, il y a des choses immanquables. Il y a des opérations qui sont immanquables. C'est là, on prend, je prends. C'est parfois d'une simplicité biblique. Et c'est contraire à ce qu'on apprend en investissement, c'est dur, c'est dangereux. Parfois, Franck, c'est comme si vous trouvez de l'argent par terre. C'est de ce niveau-là. Et c'est si simple que ça.
Oui, c'est vrai. Aaron Condor sur Boeing, c'est une opération. Une opération. Je la place, j'ai dû la placer lundi vers 16h. 16h, je peux fermer l'ordinateur et je fais autre chose. 1720 $, comme ça. Et j'ai réitéré le jeudi, 1300 $, comme ça. Non taxé. Après les taxes, ah oui, ça c'est un autre problème. Il y a deux choses. Il y a des gens qui préfèrent être dans des systèmes de perte pour éviter de payer les impôts. Et là, je dis oui, mais votre système, ça ne m'intéresse pas parce que je vais gagner de l'argent, je vais devoir payer les impôts. Elle a deux choix. Soit je préfère être dans des perdants et perdre de l'argent et ne pas payer d'impôts, donc payer un peu, mais de gagner. Quand je vois un jour, quelqu'un vient me voir, il a écrit un livre sur l'analyse technique avec un système de trading. Et on me le présente. Sur Cannes, il descend, je le rencontre. C'est quelqu'un qui a installé un modèle théorique avec des vagues d'Elliott et autres. Et il prête son bouquin. Je lis son livre et tout de suite je l'ai fermé. Je vois un chapitre. Stationnement des pertes. Le stationnement des pertes. Ça suppose, c'est-à-dire qu'il est en train de justifier dans son système des pertes. Comment je gère mes pertes? Comment j'en fais une habitude? Ben, c'est normal, j'ai fait une perte, elle est normale. Je vais la stationner, je vais la gérer. Celui qui lit le livre est mort. C'est mort. Alors si je vais avancer, on va revenir au risque. Alors comment on évalue le risque à l'instant T? Ça va rejoindre un peu ces histoires de volatilité. Je n'ai pas bien compris, monsieur, votre gain sur Boeing. Vous avez acheté ça? J'ai rien acheté, moi j'ai vendu. Vous avez vendu? J'ai vendu. Alors que si je regarde le graphique, le cours n'a pratiquement pas. Oui, c'est ce qu'on appelle une stratégie non directionnelle. C'est que je vais vendre des positions sur les niveaux 410-420 où j'encaisse de l'argent. Elle était au plus haut à 400. Elle est restée à 380 avec une grosse résistance à 384-385 sur un marché aussi dans une résistance. J'ai vendu en earnings parce que sur les earnings on a des mouvements ou positifs ou négatifs au moment où elle va donner sa news, et on a des options qui sont beaucoup plus chères que la normale. Donc on va les vendre plutôt que les acheter. Parce qu'au moment où la news est passée, la volatilité est connue, l'option reprend son prix. C'est juste ce mécanisme. Et à partir du moment où je suis très très loin, j'étais sur des niveaux 410, alors qu'elle est à 381, 82, et j'étais en aussi plus bas parce que je suis des deux côtés. Au moment où même si elle rebondit, mais tant qu'elle reste entre 410 et d'une certaine limite, mon trade est gagnant. Ça dure qu'une semaine. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Ah oui, j'ai compris. Il faut quand même qu'il y ait une contrepartie qui pense que ça aille jusque-là. Oui, alors ce qui se passe, c'est que la contrepartie, on revient aux chaînes d'options, où je vais vous en parler là tout de suite. Alors, je vais revenir à l'évaluation du risque portefeuille, comment on l'évalue, avec des histoires, avec des notions de volatilité, avec quel outil, comment on évalue un risque sur un portefeuille, sur la totalité d'un portefeuille. Alors il y a une manière concrète de le mesurer avec l'analyse technique. Ça c'est le graphique du SP500 alors je crois qu'il est en hebdomadaire, je crois que c'est en hebdomadaire, où on voit cette chute en deux parties. Du octobre, on le voit, et puis on voit la reprise du marché. D'accord. Comment on évalue le risque on va dire en temps réel?
Donc graphiquement, on prend, comme vous le savez tous, on va trader, on va tirer des zones de support-résistance en hebdomadaire, en mensuel, en hebdomadaire et en daily. Ça nous permet de savoir où se trouvent les niveaux institutionnels, notamment les grosses résistances techniques, hein, celle-ci là en rouge, où on retrouve des niveaux historiques au niveau de l'analyse technique, plus les moyennes mobiles à 200 jours, qui sont des moyennes 150, 200 jours, qui sont des moyennes mobiles institutionnelles. Donc on voit bien, il a chuté, il est venu chercher cette résistance, la double résistance, on trace on a une résistance. Mais ça permet, donc là on a une petite mesure, là, ça a pris, on va dire, moins 28% entre les deux, sur cette période-là. Donc potentiellement une perte de moins 28% sur un portefeuille. Ça c'est théorique. Maintenant on a une autre manière de pricer, on va dire en temps réel. Donc ça c'est l'approche graphique. L'approche graphique, le marché a fait moins 18%, on sait que le marché peut faire moins 18% en 2 mois, et ça peut être plus brutal. En général, ça consolide par tranche de 10%, et puis après, le marché reprend son souffle et ça redescend. Parfois, on a des mouvements beaucoup plus brutaux. Donc, d'un point de vue graphique, on peut déjà utiliser la technique graphique pour mesurer l'exposition au risque, en disant j'ai un portefeuille qui fait X, je suis à moins 18%, est-ce que je suis prêt à perdre cette somme? Il y a une autre notion qu'on appelle le market maker expected move, qui est un... Alors, market maker expected move. Alors, le market maker expected move, c'est un outil très précieux à la fois sur l'indice et à la fois sur les actions, parce qu'il est calculé en fonction de ce qu'on appelle la volatilité historique. La volatilité historique, elle est connue. On connaît les mouvements moyens, une volatilité moyenne sur un titre, sur un indice, sur une action, on le connaît, on a accès sur nos plateformes. Le market maker expected move, c'est une mesure du risque futur qui est calculée par les market makers. Franck, les market makers. Oui, parce que j'ai parlé tout à l'heure du Nasdaq où il y a voilà. marqué. Mais et alors, les market on peut le trouver ou oui, je vais vous dire comment on calcule. Il y a plusieurs manières. Le market maker expected move, c'est quelque chose qui est très précis, parce qu'il est calculé par ces messieurs qui pricent les options, et quand ils pricent les options, ils pricent le mouvement, ils pricent le risque, en fonction d'un risque futur. Il y a deux choses, donc il y a la volatilité historique, qui est connue, et la volatilité, on va dire une prévision de volatilité que les market makers vont pricer en fonction des niveaux de volatilité constatés, des earnings ou des cycles. Comment c'est calculé? Le market maker expected move, c'est un chiffre, et le SP500 va faire plus, il est capable de faire un mouvement de plus ça, moins ça. En général, le SP500, il fait entre 10 points en moins ou en plus, ou 20 points. Quand c'est des jours exceptionnels, ça c'est dépend des jours. Oui. Et en temps réel, il est important de connaître ce chiffre. Donc, comment on le calcule? Ça, c'est la définition mathématique. Ça, c'est la définition mathématique pour les mathématiciens. Donc, c'est le prix du titre que multiplie la volatilité implicite qui est donnée par les options. C'est pas la peine de noter ça parce que moi j'ai une méthode de fainéant. Ça c'est bien pour les mathématiciens qui ont envie de comprendre. On peut le trouver Oui, vous allez voir. Non, je vous explique la formule mathématique, mais moi je ne l'utilise jamais, puisque il est donné par la plateforme. Donc ça c'est une formule qui permet de tracer un mouvement en plus ou en moins par rapport à un titre. C'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que vous achetez un titre,
même une action, on regarde le market maker expected move, ça donne une idée du mouvement qu'il est en mesure que le titre est en mesure de faire, même à la semaine. Par exemple, si j'achète ça, mon titre peut faire ça. Avec des niveaux de probabilité, j'ai X% de chance qu'il aille là, ou là, ou là, ou là. Et ça, c'est pricé. C'est aussi une mesure du risque quand on achète, quel est le mouvement vers le bas. Donc ça, c'est une autre manière de le calculer. Donc il y a à la journée, on va dire à la journée, à la semaine et au mois. Avec les formules mathématiques. Mais ça, c'est pas la peine de noter, c'est juste pour les mathématiciens, pour comprendre un peu le mécanisme. Vous pourriez redonner la signification du BTE? Alors, ah oui, excusez-moi, c'est la date d'expiration. Date d'expiration, j'ai en fait les jours d'échéance. Par exemple, je dis, tiens, je vais acheter Apple ou du SP500 par exemple. Je vais regarder le market maker expected move, c'est-à-dire le mouvement prévu par les market makers, en plus ou en moins. Quand il s'agit des risques, je vais regarder la partie basse, il me dit ça va faire X points vers le bas, ça me donne une potentialité d'un mouvement vers le bas. Donc ça me permet de mesurer mon risque. Si j'ai un portefeuille de 100 000 euros, tiens, ça peut faire ça. Dans la semaine, il peut faire ça. Est-ce que je suis prêt à prendre le risque ou alors comment je vais le travailler? C'est aussi valable sur n'importe quel titre, sur un ETF, sur une action, sur toute classe d'actifs. Ça permet vraiment de... voilà. Il y a une autre manière de calculer aussi, mais ça on prend par les chaînes d'options, on prend ce qu'on appelle un call à la monnaie, un put à la monnaie, on les additionne et on prend 90% de la valeur. Ça donne une idée du mouvement plus ou moins. Moi j'ai une méthode plus simple, j'ai le chiffre qui est donné par la plateforme. Il est là. Là c'est le robot. Ça c'est la chaîne d'options qui est. Je ne sais pas sur IB si elle le donne, Cyril, Market Maker Expected Move, mais il nous met le chiffre là, par exemple là c'est ça, j'ai pris ça la semaine dernière. Le SP500 était à 2905. Oui. Il me dit j'ai 97,4 $ en plus ou en moins. Il me donne une fourchette, pratiquement cette fourchette-là. Qui plus monter, c'est ça. Ça peut monter de 97 et ça peut descendre de 97. Sur l'échéance, sur cette échéance, sur l'échéance du 17 000. Et après j'ai le même chiffre sur toutes les échéances. Ça permet de calculer mon exposition sur le long terme. C'est quelle plateforme? Moi j'ai PlayStation. PlayStation qui est un broker américain. Mais Pro Real Time ne donne pas cette information-là. Mais est-ce qu'on peut la calculer quand même? Alors voilà, dans Pro Real Time, on prend le call à la monnaie. Vous voulez que je vous la montre? Non mais alors on prend Daniel. Oui. Le call à la monnaie. Oui. On additionne call à la monnaie, put à la monnaie, et côté bid dans les options les plus chères. On ne prend pas au milieu. Parce que dans les options, on ne prend pas au milieu. On prend le prix le plus cher. Ah oui. Donc ça, le cours vendeur et acheteur. Voilà, cours vendeur et acheteur. J'achète, j'additionne et je prends 90%. Ça. Ah oui, il y a une formule un peu plus compliquée, mais on n'a pas le temps de les calculer. Ce qu'il faut, c'est comprendre le mouvement, ce mouvement-là. L'importance du mouvement pour dire, tiens, j'ai un portefeuille 100 000, je vais le diviser par le nombre, je fais un calcul par rapport à un indice par exemple, puisque si l'indice chute, le portefeuille va être